Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne Eve Martel, la chaîne qui porte mon nom où je fais des vlogs et des vidéos lifestyle. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo, mon Dieu, que je pense faire depuis des années. C'est la vidéo sur mon parcours. Donc, je vais vous parler de où je viens, mes études, mes emplois, mon parcours géographique aussi parce que moi, je viens de la ville de Québec, mais j'habite à Montréal. Donc, on va tout examiner cette ligne du temps qui m'a rendue à cet instant présent. Si vous me découvrez, je suis une blogueuse et youtubeuse à temps plein. Je suis aussi rédactrice spécialisée en lifestyle, déco et alimentation et j'habite à Montréal dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Mais avant tout ça, on remonte dans le temps et on commence au début. Puis si vous voulez me connaître encore plus, vous pouvez aussi me suivre sur un de mes 3 comptes Instagram, mais principalement vous pouvez me suivre sur Tillemensuel qui est le compte de mon blog et de ma chaîne. Sinon, je mets tous les liens sous la vidéo. Je me suis pris des notes dans mon téléphone pour ne rien oublier. Là, j'ai pas commencé de ma naissance, là, c'est vraiment plus par rapport à mon parcours professionnel, cette vidéo-là. Et on va commencer ça en vous disant, moi je suis née à Québec, ma mère est professeure de chant et de pose de voix, c'est-à-dire si vous êtes un professionnel, la voix, un avocat, un professeur, vous pouvez aller la voir pour aider votre voix. Mon père est architecte, mon père est à la retraite depuis quelques années. J'ai aussi un frère qui s'appelle Philippe qui est chanteur professionnel, surtout en classique, et aussi figurant professionnel. Vous l'avez sûrement vu dans plein de films, que ce soit des films québécois ou hollywoodiens. Je reçois souvent des photos de gens qui regardent genre les bougons, puis hey, c'est-tu ton frère? Oui, sûrement. Donc ça, c'est ma famille. J'ai toujours eu une famille qui était très créative. Il y a toujours eu beaucoup d'art, de musique. Ça m'a vraiment mis dans un état d'esprit où la culture puis la découverte, ça a toujours été important pour moi. J'ai fait mon secondaire à Québec. Je suis allée d'abord à l'école, au collège de Notre-Dame de Bellevue, qui était une école privée catholique pour filles seulement. J'ai fait 3 ans là. Puis après 3 ans, j'ai dit, je suis tannée d'aller à Québec à 1h30 de route à tous les jours, aller-retour. Et je me suis inscrite à la place à la polyvalente de Loretteville. Elle s'appelle maintenant la polyvalente Roger Comtois. Et c'est là que j'ai fini mon secondaire. La polyvalente était sur ma rue, au bout de la rue. Donc c'était un peu frustrant d'aller à Québec pour aller à l'école quand je pouvais juste y aller en 2 minutes à pied. Alors les 2 dernières années de mon secondaire se sont passées à Loretteville, à la polyvalente. Ensuite, comme la majorité des Québécois, je ne savais pas quoi faire après le secondaire. Je vais le dire pour ceux qui ne le savent pas, mais le secondaire au Québec, c'est comme le lycée en France. Ensuite, on va au cégep et ensuite, on va à l'université. Le cégep, on ne sait jamais en quoi s'inscrire. En tout cas, moi, toutes mes amies ont été comme, je sais pas quoi faire de ma vie, je suis bien trop jeune. Franchement, 17 ans, décider de son parcours à 17 ans, c'est un peu bizarre, je trouve. Alors moi, je me suis inscrite en quelque chose qui allait me donner plus de culture personnelle. Je me suis inscrite en arts et lettres. Et ça, c'est un programme basé beaucoup sur la littérature, les arts plastiques, en fait, l'art en général, tout ce qui est cinéma, aussi des cours de sciences humaines. Donc, j'ai fait ça. J'ai commencé à Québec au collège François-Xavier Garneau. C'était à Sainte-Foy, en fait. Puis, mais honnêtement, là, c'était pas super. En fait, j'aimais mes cours, mais j'y allais jamais. C'était trop loin. J'avais 18-19 ans. Ça me tentait pas tellement d'aller faire des cours qui me serviraient à rien. Donc, j'y allais, mais on dirait à chaque session, j'abandonnais des cours. Donc, je commençais ma session avec 5 cours, puis je terminais avec 3 cours. Puis, après 2 ans, j'ai décidé... c'est quoi, je vais prendre un break. Donc j'ai pris une pause. Puis en fait, j'avais déjà un plan derrière la tête, c'est que je voulais déménager à Montréal, la grande métropole au Québec. Quand j'étais au cégep, c'est là que j'ai commencé plus à travailler. Tu sais, avant, j'ai fait du gardiennage, puis tu sais, vendre des macarons avec l'école, ces affaires-là. Mais quand je suis tombée plus vieille, vers 18 ans, là, j'ai commencé à plus travailler. Mon premier emploi, c'était au ministère du Revenu. C'était un emploi d'été que j'avais trouvé avec le placement étudiant. Et ça, c'était une espèce de comptoir où les appels téléphoniques, les gens qui voulaient appeler à Revenu Québec pour des questions sur leur chèque de bien-être social, leur truc par rapport à l'aide gouvernementale, bien, ils appelaient ce numéro-là. On était 2 pour tout le Québec. Donc, je recevais des appels au bureau directement. Tu sais, c'était pré-internet, tout ça. Hein? Donc, c'était des longues journées, mais c'était un travail quand même correct pour un job d'été. Je l'ai fait 2 ans de suite, pendant que j'étais au cégep. Puis là, j'aime pas ça être ici, j'aime pas ça vivre à Québec, c'est trop petit. Moi, j'avais comme envie de plus une ville qui bouge. Donc, j'ai décidé que j'allais éventuellement déménager à Montréal. Mais là, j'habitais encore chez mes parents. Puis suite à ça, j'ai comme aussi décidé d'arrêter le cégep et de prendre une pause. J'avais fait déjà 2 ans de cégep. Normalement, ça prend 2 ans de faire un diplôme de cégep, mais j'avais pas fait tous mes cours. Donc, il m'en manquait beaucoup. J'avais fait tous mes cours principaux, genre français, philo, puis des cours aussi de mon programme. Mais j'abandonnais tellement souvent mes cours. J'étais pas motivée, là, je vous le jure. Là. Même si j'avais des notes correctes, ça me tentait pas. Peut-être que, tu sais, je sais pas si j'allais bien en fait, parce que, tu sais, dans ce temps-là, moi, je suis plus vieille là, que la majorité des gens sur YouTube. Là, je suis née en 71. Fait que quand moi, j'étais au cégep,
c'était pas une période socialement où les gens parlaient d'anxiété puis de maladie mentale. Donc, qui sait? Est-ce que j'allais bien? Je sais pas, mais je sais que je dormais beaucoup en tout cas. Puis là, quand j'ai décidé d'arrêter d'aller à l'école, ça m'a enlevé beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, puis je me suis mis quand même à aller mieux. Puis c'est là que j'ai décidé de déménager en appartement toute seule avant d'aller à Montréal. J'avais trouvé un boulot qui était vraiment le fun. C'était un étudiant à ma mère, en fait, qui avait une compagnie avec son chum, puis il m'avait offert d'aller travailler là. C'était une boutique qui s'appelait l'Imagerie, et c'était une boutique qui faisait des sérigraphies, de l'art québécois, des cartes de souhait aussi, tout ça dans un lieu qui était aussi une boutique. Donc j'ai appris là à faire de l'encadrement, faire des cadres de mes mains, des passe-partout, tout assembler ça. Puis aussi, on faisait la gestion des commandes, rencontres avec les artistes, tout ça. Ça, j'ai vraiment aimé ça, ce travail-là. Puis c'est drôle parce que quand je suis partie pour aller vivre à Montréal, j'ai quitté cet emploi-là et c'est une de mes amies qui l'a repris. Et quand cette amie-là est partie, c'est une autre amie qui l'a repris. Donc ça a comme été un emploi qui a été dans ma tribu pendant vraiment longtemps. Donc là, je suis à Québec et je décide de m'en aller à Montréal, mais pas pour juste aller chiller à Montréal. J'avais décidé d'aller étudier en marketing de la mode au Collège La Salle. J'avais été acceptée parce que mes notes étaient quand même correctes, même si j'allais pas à tous mes cours. Et ça, j'étais vraiment contente. C'était comme un rêve que j'avais eu quand j'étais plus jeune. Puis on aurait dit que ça se pouvait pas parce que je me voyais pas aller vivre à Montréal. Mais en vieillissant, j'ai réalisé que je pouvais y aller toute seule. J'avais pas besoin comme d'un entourage immédiat. Même si j'avais pas plein d'amis là-bas, ça allait bien aller. Je me suis fait confiance. En fait, je m'en allais habiter avec un de mes amis que je connaissais de Québec, qui était déjà là depuis 1 an. Donc au moins c'était le fun. Je savais que j'allais avoir un coloc, puis quelqu'un avec qui jaser, puis partager le loyer. Pendant ce temps, dans la culture populaire, il y avait ce qu'on appelle les raves qui commençaient à émerger. Je sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est des soirées où les gens dansent là, dans des lieux un peu illicites. C'est des longues soirées la nuit. Puis il y avait beaucoup, c'était comme une culture le rave. Là. Plus tard, c'est devenu un peu plus organisé dans des bars, puis tu sais, le bal en blanc, tout ça. Mais moi, dans mon temps, c'était un petit peu plus underground. Et moi, je travaillais dans les raves avec un de mes amis. On s'était parti une petite compagnie qui s'appelait Greed, puis on vendait des suçons, des tucs, des t-shirts, tout de l'accoutrement de raver. Fait qu'on a fait ça le temps d'un été. Ça a quand même fait des sous. On a surtout fait du fun, mais ça a été comme ma première fois que j'ai fait ma business, on peut dire, puis ça avait été vraiment le fun. En même temps que ça, j'ai commencé à travailler au château. Je vendais des vêtements dans les boutiques Le Château. Vous connaissez peut-être, si vous habitez au Québec, vous connaissez sûrement en fait. Puis ça, j'aimais vraiment pas ça. C'était pas un boulot que j'aimais. Mais je l'ai fait quand même pendant plusieurs mois avant de changer pour aller travailler dans une compagnie de futons. Sur la rue Saint-Denis à Montréal, il y avait vraiment une émergence des futons. Je sais pas pourquoi, c'est devenu la rue où aller s'acheter un futon, tu sais, les divans-lits japonais. Puis il y avait 5-6 magasins. Moi, je travaillais dans 2 magasins. En fait, c'était le même magasin qui avait 2 noms et 2 locations. Ah, la manipulation des consommateurs, elle existe. Donc, j'ai trouvé un boulot là. J'étais rentrée par hasard. J'avais cogné. Je disais, cherchez-vous du monde? Puis oui, ils cherchaient du monde. J'étais engagée là et j'ai travaillé là tout le long de mes études au Collège La Salle. Au Collège La Salle, c'était vraiment marketing de la mode. J'apprenais tous les cours, style tendance, design. On avait des petits cours de design, des cours de comptabilité, des cours de recherche commerciale. Tous les cours autour de comment faire pour avoir une compagnie de mode, puis vendre aussi de la mode. Suite à ce diplôme-là, il y avait le diplôme en marketing de la mode à l'université qui a été lancé et j'ai été dans la première cohorte à l'École supérieure de mode qui a fait ce diplôme. L'École supérieure de mode, en fait, ça fait partie de l'UQAM, qui est l'Université du Québec à Montréal, une grande université montréalaise, une institution. Puis pendant que je faisais mes cours-là, j'avais 2 stages à faire. Je ne parlais pas du premier parce que c'est pas intéressant ni pertinent à la vidéo, mais le deuxième, c'était en agence de publicité. Pendant que je faisais mes cours à l'université, je me suis de plus en plus détachée du monde de la mode. On dirait que c'est pas un univers qui m'intéressait. J'aimais pas la façon dont la mode voyait la femme. Je trouvais que ça avait l'air d'être difficile de se trouver là-dedans. Je trouvais que je sais pas, il y avait comme des choses qui émergeaient, que je découvrais puis que j'aimais pas du tout. Par contre, j'aimais beaucoup le côté marketing de tout cet univers-là. Puis dans le cadre du bac, on avait des cours de publicité et ça, j'adorais ça. Donc moi, je devais faire un 2e stage. Puis les stages, tu sais, il faut que ça se passe dans le domaine où tu étudies. Faire un stage en publicité m'est venu à l'idée, mais je me disais comment je vais faire. Donc j'en avais parlé avec mon professeur, puis elle connaissait quelqu'un qui avait une agence qui s'appelle Tequila Communication et Marketing. Et dans cette agence-là, il y avait un de leurs comptes clients qui était les parfums et le maquillage Christian Dior, c'est-à-dire pour LVMH, mais toutes les brands de Dior qui s'occupent
de maquillage et de tous les parfums. Là. Donc un peu par la bande, j'ai réussi à avoir un stage en publicité, même si c'était pas techniquement de la mode, ça passait parce que c'était Dior. Le stage a commencé le jour, je vais toujours me rappeler, c'était le jour du grand verglas à Montréal. Vous en souvenez-vous, il y avait eu une tempête de verglas. Puis moi, je m'en allais à mon petit stage, puis c'était ma première journée. Puis j'arrive là, puis la porte était barrée, puis il y avait personne. Là, il y avait juste un autre gars qui est venu, qui était un de mes collègues, mais je le connaissais pas encore. Puis là, on s'est parlé, puis on s'est rendu compte que tout le monde était sur une liste téléphonique pour dire « viens pas travailler », sauf nous deux, donc on était là comme des pions. Mais c'est devenu mon ami, donc c'est le fun parce que le lendemain, quand je suis venue, parce que là, c'était vraiment ouvert, j'avais déjà un ami. J'étais en poste comme coordonnatrice, donc ça veut dire que je m'occupais de tous les petits trucs de gestion de service à la clientèle. J'étais comme un peu, c'est comme une job d'assistante à une directrice de compte, on va dire. Donc si la directrice de compte avait besoin que je remplisse des contrats, que je fasse des recherches de photos, communiquer avec les clients pour envoyer des livrables, envoyer, mettons, quelqu'un devait écrire une brochure, ben je recevais la brochure, puis je la packageais pour l'envoyer à la cliente pour une approbation, des choses comme ça. J'aimais vraiment beaucoup ça, ce travail-là. C'était un stage de 3 mois, mais au fur et à mesure que je le faisais, je me rendais compte que ce que j'aimais vraiment, c'était tout l'aspect d'équipe de création en publicité. Dans les agences de pub, on a des duos créatifs. Ce sont ces duos-là qui vont créer les publicités, chapeautés par un directeur de création. Chaque duo est composé d'un concepteur-rédacteur et d'un directeur artistique. Donc, les mots et les images. Ces gens-là vont travailler ensemble pour trouver des concepts radio, télé, les panneaux d'affiches, tout ça. Puis, ce qui émergeait depuis quelques temps, pour le web. Pour vous situer un peu dans le temps, là, parce que là, j'ai parlé de la tempête de verglas, mais j'ai pas vraiment donné de détails sur les années. Là, on est rendu en 98 et je suis en train de faire mon stage. Et là, je m'intéresse de plus en plus à la rédaction. J'ai toujours été quelqu'un qui écrivait beaucoup pour le plaisir. Donc là, de voir que ça se pouvait d'écrire pour un métier, puis que c'était pas nécessairement de la littérature, mais là, ça me plaisait beaucoup. En plus, ça me permettait d'appliquer tout ce que j'avais appris en marketing. Après 3 mois, j'arrive à la fin de mon stage, puis vient le temps de dire merci, de faire le rapport de stage, tout ça. Puis là, mon patron, en fait, mon grand patron, le président de la boîte, m'offre de rester, il m'offre de m'engager. Puis j'étais comme vraiment ravie, mais je lui dis, moi j'aime ça, vous savez que j'aime l'entreprise, tu sais, c'était comme une famille, pour vrai, là, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'était vraiment comme une famille, l'ambiance. Tu m'aurais dit, à cette époque-là, tu vas travailler ici toute ta vie, j'aurais dit yes. Mais là, je voulais pas être au service conseil, donc j'ai dit oui. Je vais continuer comme cordeau, mais allez-vous pouvoir m'essayer comme conceptrice-rédactrice parce que moi, je veux écrire. Ils ont dit, pas de problème, on va t'essayer. Donc ça, c'était vraiment la plus grande chance de ma carrière qui est pris comme le temps de me dire, oui, on va t'essayer, on va voir ce que tu peux faire. Puis quelques mois plus tard, j'étais devenue conceptrice-rédactrice, donc j'avais mes comptes à moi, je travaillais sur surtout Dior, Air Liquide, qui est une compagnie de gaz. Je travaillais sur tous les hôtels du groupe Fairmont, on faisait des brochures, on faisait des pubs, en tout cas plein de comptes à cette époque-là, puis c'était vraiment fun. Puisque je travaillais sur Dior, je me suis spécialisée en beauté. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai reçu un appel après peut-être 1 an et demi chez Tequila, et c'était l'agence Publicis, qui est un gros groupe mondial. L'agence de Montréal voulait me recruter pour travailler sur L'Oréal, qui est un gros client en agence. Je ne sais pas si vous savez, mais au Québec, juste le groupe L'Oréal est séparé en 2 agences, tellement il y a de comptes là-dessus. Donc, j'ai même pas cherché un autre emploi, mais j'ai été débauchée. Je suis allée les rencontrer, ils m'ont offert un salaire vraiment plus intéressant que ce que j'avais chez Tequila. Tu sais, la première agence en pub, là, faut jamais rester là très longtemps. Ça, c'est l'erreur souvent que les gens font. Ils commencent, puis ils restent là, puis ils plafonnent dans leur carrière, puis dans leur salaire. Donc, faut oser partir même si on est heureuse. Donc moi, j'ai été très heureuse chez Tequila, mais j'aurais pas avancé assez vite à mon goût, donc je suis partie chez Publicis. Chez Publicis, je travaillais principalement sur L'Oréal, comme j'ai dit. Ça veut dire L'Oréal Paris, Biotherme, plein de marques de parfums comme Ralph Lauren, L'Oréal Kids. Gros lancement sur lequel j'ai travaillé, par exemple, c'est Fructis. On n'avait pas Garnier Fructis au Québec, au Canada même, donc on a fait le lancement de ça. Donc tous les colos aussi, Garnier, Belle Color, Nutris, tout ça. Puis aussi, l'autre chose que je faisais les adaptations pour tous les textes des publicités qui étaient créées au bureau de Publicis à Toronto. Ça veut dire que j'allais à Toronto vraiment souvent pour des tournages parce qu'il y avait besoin de quelqu'un de francophone pour diriger un petit peu les acteurs, tout ça, avec l'équipe de Toronto. Souvent, les gens à Toronto ne parlent pas français, donc ça leur prend une équipe. Ça voulait dire que je voyageais quand même souvent pour le travail, puis ça, j'aimais vraiment ça. Mes tâches au quotidien chez Publicis, c'était de rédiger des scénarios pour la télé, écrire aussi des scripts pour la radio. On allait en studio, puis là, je dirigeais des acteurs pour enregistrer des voix off ou des radios. Par exemple, quelque chose que je faisais vraiment souvent, c'est aller en studio avec Rémi Girard,
qui était la voix pour Rona. Donc, on enregistrait les pubs radio pour Rona, puis on faisait aussi les voix off pour tout ce qui est télé. Quand j'étais chez Tequila, j'étais pas en duo parce que c'est trop une petite agence, donc je travaillais avec tous les directeurs artistiques qui étaient là. Il y en avait 3, mais chez Publicis, j'avais mon directeur artistique qui était Jordi Sampère pendant plusieurs années, et ensuite c'était Josiane Pelletier, et c'était 2 personnes extraordinaires. Donc, à chaque fois, on était une équipe, puis on brainstormait ensemble pour trouver des idées. Ce que j'aimais moins, c'est que c'était quand même un travail qui était très stressant parce que Publicis, il y avait tout le temps des changements, des mises à pied, nouveaux directeurs, oh, on change ça. C'était pas une agence qui était très stable économiquement non plus. On aurait dit que pendant le temps que j'étais là 6 ans en tout, il y a eu des comptes qui sont partis, puis ça a causé vraiment des grosses coupures. Par exemple, on perdait Mo Sundrive, puis là, il y a 20 personnes qui s'en allaient d'un coup. Ou le président, sous une impulsion soudaine, décidait « je change la moitié des équipes de création ». Donc, j'ai vu beaucoup de gens perdre leur emploi chez Publicis. Puis moi, j'ai toujours été chanceuse, je l'ai toujours gardé. Mais c'est pas parce que j'étais meilleure qu'un autre, là. Je travaillais juste sur les comptes que personne ne veut faire. De l'adaptation, des comptes qui viennent de l'Europe, les choses à Toronto. Donc, moi, j'aimais ça, fait que j'étais comme chanceuse, mais en même temps, ça m'a toujours donné une genre de protection. Mais 6 ans plus tard, j'étais un peu au bout de mon histoire avec Publicis, et là, j'ai eu une opportunité chez Sidley, qui est la meilleure agence au Québec, on va se le dire. Don't at me. En tout cas, à l'époque, parce que je ne sais plus maintenant, parce que là, je suis plus là depuis 3 ans. Sidley, c'était une agence où le web était vraiment émergent, puis ça, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup. Puis aussi, c'est une agence où il y avait des comptes culinaires. Et là, c'est ça, parce que j'ai pas parlé, mais au même moment où j'ai décidé de changer d'agence, je suis tombée en amour avec l'idée de devenir blogueuse. Ça, c'est quelque chose qui venait de commencer. On est rendu en 2007, là. Donc, j'avais fondé mon blog. Je venais juste d'acheter mon appartement, puis j'avais envie de faire un blog sur comment le décorer, comment je l'aménage, un peu plus lifestyle. À cette époque-là, les blogs, c'était tellement différent là, parce qu'il n'y avait pas les médias sociaux qui allaient autour de ça. C'était vraiment une dynamique de tu as un blog, puis les gens commentent en dessous, puis c'était tout. Mais c'était vraiment le fun pour ça parce que tu savais que les gens qui venaient te lire, c'était des gens qui t'appréciaient. Versus, par exemple, si quelqu'un partage quelque chose de moi sur Facebook, il y a peut-être quelqu'un qui m'aime pas qui va répondre en dessous. En tout cas, ça, c'est toute une autre paire de manches, là. Donc, je suis allée chez Sidley, j'ai passé une entrevue tout de suite avec Philippe Meunier, qui est le directeur, chef de la création, c'est le big boss de la création, c'est un des fondateurs. Puis ça a super bien marché, j'ai été embauchée tout de suite. Le lendemain, genre dans les jours suivants, j'avais une offre et j'ai quitté Publicis. Honnêtement, j'étais pas triste de partir de chez Publicis, l'ambiance était rendue vraiment bizarre. Je m'entendais bien avec mes patrons, mais j'avais plus la flamme. Donc, je suis vraiment contente d'être partie à ce moment-là. J'étais devenue rédactrice longue copie. Ça veut dire quelqu'un qui fait des longs textes pour le web, pour des brochures, pour des missions, plein de trucs où est-ce que c'est plus développé. Une autre spécialité que j'avais, c'était la recherche nominale. Ça veut dire trouver des noms pour des choses. Des vins, des spectacles du Cirque du Soleil, des stations de télé, trouver des noms pour des services, des salles qu'il y a chez des clients, plein de choses comme ça. Ça, c'est quelque chose que j'aimais vraiment faire. Quand je suis arrivée chez Sidley, par contre, j'étais très déstabilisée. C'était une agence qui était différente. C'est une agence où c'était un peu free for all, pas dans le sens de mal organisé, mais tu avais une grande liberté chez Sidley. Mais ça faisait aussi que il y avait moins de structure. Et moi, j'aime la structure. Donc, je vais vous avouer qu'après 1 mois et demi, je me demandais, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je devrais rester? Est-ce que je retourne chez Publicis? Là, je suis allée luncher avec un de mes anciens patrons, puis il me disait, non, calme-toi, Ève, là, ça va bien aller. Puis je suis restée, puis ça a fini par bien aller. Au début, c'était un petit peu chaotique, je vous l'avoue. Puis c'est pour ça qu'il faut persévérer, se demander qu'est-ce qu'on fait pas bien, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Puis en me posant des questions sur moi, puis en écoutant ce que les autres me disaient, j'ai fini par trouver ma voie. Chez Sidley, je travaillais sur la SAQ, le Cirque du Soleil, Aéroplan, je travaillais sur IGA, j'ai travaillé sur Vidéotron, Keurig. Ça, c'était au début, quand j'étais rédactrice. Ensuite, ce qui est arrivé, c'est que Sidley a gagné le compte de Tourisme Montréal. Et là, on était comme au début des médias sociaux. On était rendu peut-être en 2009. Depuis 2 ans, il y a Facebook qui était de plus en plus populaire. Mais là, les blogs se sont rattachés à ça. Puis là, on parlait beaucoup des blogueurs, tu sais, les blogueuses. Dans ce temps-là, c'était pas les influenceurs, c'était les blogueuses. Moi, j'étais dans les blogueuses. Puis là, on était de plus en plus invités dans des événements pour couvrir ça. Donc là, je me trouvais avoir un rôle où j'étais à la fois blogueuse puis publicitaire. Parce que c'était comme... Blogueuse, c'est pas encore un travail, mais j'avais quand même 2 chapeaux. Puis là, je parlais de Tourisme Montréal. Mais en fait, c'est que Tourisme Montréal voulait beaucoup utiliser le web pour attirer des gens vers Montréal pour faire du tourisme.
Puis nous, on a fondé le premier département de contenu chez Seedly. C'est mon mentor, Stéphane Allozy, qui a fondé ce département. Puis là, elle m'a demandé, Eve, aimerais-tu ça en faire partie? Aimerais-tu ça être rédac chef sur quelques comptes? J'étais comme, oui, s'il vous plaît. Fait que là, j'ai changé de job, j'ai eu une promotion, je suis devenue rédac chef. Dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça veut dire rédac chef? Ça veut dire que j'étais en charge de tous les contenus qui étaient riches sur la plateforme du client, mais aussi sur les médias sociaux. Donc, par exemple, un de mes plus gros comptes, c'était Danone. Sur Danone, on a créé un blog, des plateformes pour toutes les marques de Danone qu'on avait, tous les différents yogourts, on faisait des recettes, on faisait des articles lifestyle autour des valeurs de Danone. Donc, c'est moi qui gérais la création de tout ce contenu-là par des rédacteurs qui étaient pigistes ou sur place chez Seedly. À mesure que les médias sociaux se développaient, on a commencé à avoir ce qu'on appelle maintenant les gestionnaires de communauté. Ça, ce sont les gens qui s'occupent des marques sur le web. Et là, moi, je me suis mis à diriger un peu les gestionnaires de communauté qui étaient en dessous de moi sur les différents projets. Après quelques années comme rédac chef, j'ai été nommée à la tête du département. En fait, je remplaçais la personne qui est partie et je suis devenue la directrice du département de contenu. On était 12-15 dans ce département-là, surtout des stratèges et des gestionnaires de communauté qui s'occupaient de plein de comptes, encore une fois, tu sais, genre Burger King, le gros blog, Tourisme Montréal, qui était encore un de nos clients, puis aussi des personnalités. On faisait, par exemple, Sugar Sammy et GSP. Donc, eux, on s'occupait beaucoup plus tu sais, de leur Twitter, Instagram, Facebook, pas pour les remplacer, mais pour les aider dans la gestion des messages qu'ils recevaient, puis la publication des photos. Au fil de ces années-là, où j'étais plus en contenu, j'ai commencé de plus en plus à avoir des opportunités pour mon blog. Avec l'arrivée d'Instagram, avec l'arrivée de Twitter, ça a tout explosé, comme vous le savez. Et là, les blogueuses ont été remplacées par les influenceurs. Là, moi, je fais partie de cet univers-là. Vous savez qu'un influenceur, c'est pas un métier, c'est une mesure. On est influenceur parce qu'on a des plateformes ou des connaissances ou une popularité, dans certains cas, de, des vedettes, tout ça, qui font qu'on peut avoir une certaine forme d'influence. Et c'est pour ça que les influenceurs s'appellent comme ça. Et à travers tout ça aussi, j'avais lancé ma chaîne YouTube en 2016, je crois. Et voilà, j'ai jamais arrêté non plus. Donc j'avais ma chaîne YouTube, mon blog et mes comptes Instagram et Twitter et Facebook, tout ça. Ça commençait à faire beaucoup de choses. J'aimais tout ça, mais c'était beaucoup. Il est arrivé quelque chose chez Seedly aussi dans les dernières années, c'est que la compagnie a été vendue et là, il n'y avait plus de possibilité d'avancement, plus de possibilité d'être associé. Donc ça m'a quand même démotivée, je dois l'avouer. Puis je trouvais que j'étais moins bonne parce que j'avais plus la motivation que j'avais. Associé à ça, c'était toutes les opportunités que j'avais par rapport à mon blog et à ma chaîne YouTube. Il y avait aussi de la rédaction que je faisais à la pige depuis plusieurs années. Ça, je n'en ai même pas parlé, là, mais à partir de genre 2014, j'ai commencé à faire plus de la rédaction, des petits contrats on the side. On avait le droit, donc je le faisais. Donc j'avais déjà certains clients, dont Mur à Mur, pour qui j'écrivais déjà. Souvent, c'est des articles lifestyle, déco, mais aussi je faisais un peu de rédaction publicitaire. En 2017, j'étais en voyage avec mon père et là, on parlait de la vie, de tout ça. Lui, il venait d'apprendre qu'il avait un cancer. Ma grand-mère venait de décéder. Puis là, ça m'a comme fait... Oh, la vie est courte. Prends des chances. Et c'est là que j'ai décidé de quitter mon emploi. J'ai gagné très bien ma vie chez Seedly, même très bien. Puis c'est toujours l'inquiétude, est-ce que je vais garder le même style de vie si je pars? Mais j'ai décidé que c'était pas grave, j'avais des sous de côté, au pire j'allais couper. Puis au pire, je pouvais facilement me trouver un autre boulot si je décidais de revenir sur le marché du travail. Donc j'ai décidé de démissionner à l'automne de 2017, à la fin de l'automne, un mois avant Noël. Puis j'ai donné un mois de préavis à mon employeur. En fait, j'ai commencé en lui disant... Là, fais-moi pas de contre-offre parce que c'est sûr que je pars. Il était content pour moi, je dois vous le dire, puis je pense que c'est parce que je m'en allais pas ailleurs aussi, je m'en allais à mon compte. Depuis ce temps-là, qu'est-ce que je fais? Je fais mon blog, je fais YouTube, j'ai des contrats de rédaction, j'ai des clients comme Mur à Mur, Realtor, j'écris aussi pour Énergir, différents clients qui m'engagent pour ma plume, pour écrire des articles pour eux. Dans la première année où j'étais à mon compte, j'acceptais plus des contrats de rédaction comme je faisais avant, par exemple trouver des noms pour des produits ou écrire des textes pour des différents projets publicitaires. Mais après la première année, j'ai arrêté de faire ça pour plus me concentrer sur ce que j'aimais vraiment faire, des contenus pour le blog, pour YouTube, puis des contenus de rédaction qui sont plus éditoriaux. Puis ça va vraiment bien, grâce à vous, entre autres, parce que vous consommez mes contenus, puis vous les aimez, je pense, en majorité, j'espère. Puis si vous aimez pas ça, dites-moi pourquoi. Puis je travaille de chez moi, ça j'aime beaucoup ça, travailler de la maison, être installée dans mes choses. Par contre, ça me manque un peu d'avoir une équipe, puis ça j'y pense de plus en plus, de me trouver un petit studio ou peut-être aller travailler quelques jours dans un autre contexte. Je sais pas trop encore, mais ça, on s'en parlera. Mais c'est ça. Donc, je fais ça de chez moi. Je travaille comme travailleuse autonome. Je gagne bien ma vie, et même encore mieux qu'avant. Donc, j'imagine que quand on est motivé parce que c'est notre entreprise, on travaille encore plus fort. Avec le recul, je le vois que ma dernière année en agence, ça n'a vraiment pas été ma meilleure année parce que j'étais démotivée. J'étais peut-être même en burn-out, je dois l'avouer, avec le recul aussi.
Puis la première année, quand j'étais à mon compte, j'ai plus pris du temps pour moi, puis me recentrer. Ça a vraiment valu la peine. Puis dans la dernière année, j'ai abattu beaucoup de boulot. J'ai écrit un livre qui s'appelle Tellement Swell, le petit guide pour transformer sa vie en douceur, qui a été très bien reçu. J'ai aussi fait de concert avec mon ami Hubert Cormier, le nutritionniste et auteur, la journée qui fait du bien, qui était une journée d'atelier de conférence pour se faire du bien. Et les deux projets ont été vraiment le fun. Puis ça m'a fait une année vraiment chargée. Puis ça m'a prouvé que pour vrai, là, quand on travaille fort, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Donc la dernière année a été riche en projets. Puis là, on est rendu en 2020. Je suis toujours à mon compte, je suis chez moi. Et là, j'ai différentes idées pour ce qui s'en vient pour la nouvelle décennie. Je n'ai pas encore assez de détails pour vous en parler, mais je pense que ça va être vraiment le fun. Là, ça fait vraiment une longue vidéo, puis j'ai même pas tout dit. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, Twitter aussi. Je suis vraiment beaucoup sur Twitter. C'est le fun Twitter, pour vrai. Redécouvrez Twitter, je vous y invite. Puis j'ai aussi une page Facebook. Je vais tout mettre les liens vers mes trucs sous la vidéo, vers mon livre aussi, si vous voulez voir. Je vais juste terminer en disant que vous avez le droit de vous arrêter si vous êtes essoufflé, comme j'ai fait quand j'étais au cégep puis que j'allais vraiment pas bien. Vous avez le droit de rêver à quelque chose de mieux puis de foncer pour l'avoir. Essayez de trouver des chemins vers vos rêves les plus fous. Essayez de trouver une étape à la fois en vous faisant des plans. Comment vous pouvez vivre votre best life, vivre votre vie la plus heureuse. Parce que c'est possible. Je l'ai faite. Puis je suis pas la fille la plus brillante au monde. Puis j'ai réussi. Donc je suis vraiment fière de moi. Il y a des jours qui sont difficiles. C'est pas facile d'être toujours toute seule à la maison. C'est pas facile de faire un métier que pas beaucoup de gens comprennent. Honnêtement, des fois, quand j'embarque dans un Uber puis qu'on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je réponds, je travaille dans un magasin de céramique. Parce que c'est plus simple. Donc voilà, je vous encourage à vivre la vie dont vous rêvez. Soyez vous-même. Asseyez-vous de temps en temps pour évaluer où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, c'est quoi le chemin que vous voulez prendre. Essayez des choses. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, arrêtez-vous, observez. N'oubliez pas de reprendre le chemin, par exemple, parce que c'est correct de s'arrêter, mais il faut continuer à avancer. Puis juste, soyez heureux. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à lui donner un petit thumbs up. Puis on se dit à une prochaine fois. Bye!